à un moment, il y a un réalisateur français qui va te proposer un rendez-vous, qui va t'agresser sexuellement. Ça va t'arriver aussi. Il a bien choisi sa victime. C'était Christian à cette époque. Oui. C'est que si jamais moi j'ai raconté à Christian, le mec, il sort mort. Bonjour tout le monde et bienvenue sur Légende. Aujourd'hui, notre invitée, c'est Adriana Carambeu qui sort un livre qui s'appelle Libre. Elle va nous raconter son parcours de mannequin, mais aussi toutes les aventures qui sont arrivées dans sa vie, toutes les expériences qu'elle a vécues dans ce milieu. Elle va nous expliquer tout ça dans un instant. Sa vie de maman aussi depuis ses 46 ans où elle a eu sa fille qui s'appelle Nina. Mais d'abord, juste prenez 30 secondes si vous voulez bien pour vous abonner à notre chaîne YouTube. Vous êtes de plus en plus nombreux et merci beaucoup pour ça, à nous rejoindre, que ça soit sur YouTube en vous abonnant si vous avez 2 secondes, avec la petite cloche, comme ça vous êtes au courant des futures vidéos. Un petit like aussi si vous likez la vidéo, ça nous aide vraiment sur le référencement, les commentaires aussi. Et prenez 30 secondes si vous voulez bien pour venir nous suivre sur Instagram. On met aussi beaucoup d'actualités tous les jours, des reportages, des extraits des émissions parfois. Et tous les jours, on vous met des choses. Donc, c'est Légende Média sur Instagram, pareil sur TikTok. Merci de nous retrouver sur tous les réseaux. Et c'est parti avec Adriana Carambeu. On y va. Bonjour, c'est Adriana Carambeu et nous sommes sur Légende. Eh ben, bienvenue, Adriana. Merci beaucoup. Merci pour le clap. Pour tout vous dire, ça fait une demi-heure qu'on essaye de résoudre des problèmes techniques et ça y est, l'émission démarre enfin. Je pense qu'on va dormir ici, il y a un canapé, ça va être pour moi, et toi, tu vas dormir par terre. Voilà, c'est réglé. Elle est arrivée 1 heure en retard, on a 1 heure de retard. Quoi? Pas du tout, je suis pas venue en retard. Si, on avait rendez-vous. Non. 1 heure avant que tu arrives. Non. On t'a attendu sagement, vraiment. Vous vous êtes trompé, moi j'arrive toujours à l'heure. Et j'ai toujours raison. Mauvaise foi. Enchanté. Enchantée. On ne se connaît pas, Adriana Carambeu. Voilà, on va parler de ton livre. Tu as sorti un livre qui est ici, qui est aux éditions Le Duc, qui s'appelle Libre, avec cette photo en noir et blanc. C'est hyper marrant. J'ai dit, tu me fais penser à une actrice là, sur cette photo. Juste sur cette photo, pas en vrai. Tu fais penser à Sienna Miller, tu trouves pas? Ouais, tu m'avais dit ça tout à l'heure, donc je te réponds la même chose. Non, attends, elle est magnifique aussi, Sienna Miller. Non, bien sûr. Très jolie fille. Non, mais c'est pas ça, c'est qu'avant, les gens me disaient plutôt que je ressemble à Sophia Loren. Ah, tu Sophia Loren, oui. Mais c'est pas du tout avec une prétention que je dis ça, mais il y avait des airs. Et ça a disparu, je trouve. Ah, ouais, non, mais après, quand on grandit et tout... Et là, je suis devenue Sienna Miller, je prends parce qu'elle est très belle. Bah attends, mais tu m'as dit, tu as précisé que sur la photo, mais pas en vrai. Non, bah okay. si, non mais... Donc, en vrai... Si. Il y a pas ressemblance avec personne. Non, c'est un plaisir de t'avoir. Tu racontes, dans le livre, en gros, tu racontes ton parcours, tu racontes toute ta vie, on va en parler tout au long. J'ai pris des extraits, tu vas réagir, c'est le principe de cette émission. Né en 71 en Tchécoslovaquie, à Brezno, maman médecin, papa ingénieur. Tu étais dans une famille plutôt populaire, plutôt aisée, tu as été éduquée comment? En fait, quand tu es né dans un pays communiste, le niveau est à peu près pareil. Oui, il y avait un petit écart, mais tous les foyers se ressemblaient. Donc, on manquait pas des choses, mais c'était modeste. Tout le monde vivait dans les appartements, petits appartements. Dans les, oui, classique, quoi. Pas comme chez vous. Vous avez des appartements. Nous, on avait des flats. On avait c'était pas des appartements comme à Paris, pas des trucs magnifiques haussmanniens, non, c'est des petits HN, comment ça s'appelle? HLM. HLM. Mais tout le monde vivait dans les mêmes conditions, donc voilà. Et ils t'ont eu, tes parents, assez jeunes, ils avaient 23 ans. C'est intéressant sur ton parcours, après on va y revenir, mais toi, tu es fille unique, tu as eu des sœurs, des frères, vous êtes combien? J'ai une petite sœur elle a 6 ans de moins que moi. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que ta maman, elle veut continuer ses études de médecine quand elle était jeune. 3 semaines après ta naissance, elle va te confier à ta grand-mère. C'est elle qui va t'élever. Tu l'expliques dans le livre. Tu dis, d'ailleurs, 1974 marque cependant la fin de ces temps heureux, parce que quand tu as 3 ans, ta maman vient te récupérer. Et en fait, elle te reprend. C'est ça, en fait. En gros, ta grand-mère a fait maman de substitution pendant 3 ans. Pourquoi c'est difficile d'être récupérée? Qu'est-ce qui se passe? En fait, c'était prévu ainsi parce que mes parents sont à Prague. Nous, on est en Slovaquie. C'est hyper loin, donc ils ne peuvent pas de toute façon s'occuper de moi. Les études sont compliquées, c'est impossible. Donc, si jamais ma maman et mes parents veulent me garder, c'est que mes grands-parents vont s'en occuper. Et ils me récupèrent comme prévu. Sauf que même moi, je me suis rendu pas compte à quel point c'était difficile, parce qu'on n'en parle pas de cette déchirure. Ma grand-mère, du jour au lendemain, se retrouve sans enfants. Pour elle, j'étais comme si j'étais sa fille. Et un jour, il n'y a plus. Et pour moi, pareil, comme si quelqu'un m'arrachait ma maman. Je retrouve mes parents, mais je ne les connais pas. Je ne les connais pas.
Et du coup, on forme un foyer, une famille, mais pour moi, c'est extrêmement bizarre. Et on n'en parle pas. Donc, ça devrait être difficile aussi pour mes parents, j'imagine. Mais comme j'ai eu ma fille, j'ai réalisé ça. Et je pensais tellement fort à ma grand-mère, à quel point c'était... Mon grand-père, pareil. Ça devrait être compliqué, oui. De te dire que quand tu vois ta fille il y a 3 ans, tu te dis, imagine, tu as découvert ta maman à cet âge-là, quoi. Ouais. Parce que 3 semaines, tu l'as pas vue du tout pendant Si, elle 3 ans. venait de temps en temps, mais pour un week-end, une journée et demie, parce qu'elle était obligée de repartir pour les études ou peut-être un peu de vacances. Mais les études de médecine, c'est l'enfer. Ouais, c'est beaucoup de temps. je Tu l'as vécu après. Je l'ai vécu après, donc je sais de quoi je parle. Et après, tu as une petite sœur. Quand tu as 6 ans, ta mère elle t'annonce que tu as une petite sœur à l'époque. Et dans le livre, tu dis que tu t'amusais à lui faire croire qu'elle était adoptée. Pourquoi tu as fait ça? Non, parce que j'étais méchante. C'est vrai? Méchante. Non, mais c'est ça. Tu n'étais pas contente qu'il y ait quelqu'un qui arrive dans ta vie, non? Non, j'étais hyper contente, mais c'est vrai que quand elle arrive dans notre famille, toute l'attention est concentrée sur elle. Et moi, je souffre de... Oui, d'un coup, de ne plus être la star. De cela, pas la star, mais juste d'exister un peu. Et maintenant, je comprends que c'est normal, c'est un petit bébé qui en a besoin d'attention, mais c'est aussi un moment où mon père commençait pas exactement gentil avec moi, donc ça c'est venu avec. Et je commence vraiment de pas aimer ce moment. Donc, comme je lui raconte qu'elle était adoptée, je faisais plein de bêtises avec ma sœur. Peut-être que c'était la manière aussi de le faire payer. Ça? Oui. Mais j'étais petite, hein, donc les enfants, ils font des bêtises. Ouais, C'était pas volontaire, je ne l'ai jamais souhaité, rien de mal. Mais la nuit, je lui faisais peur. Je lui dis qu'elle était adoptée, qu'elle n'est pas vraiment à nous, et qu'on l'a récupérée dans la rue. Bon, bref, des conneries. Je regrette, évidemment. T'es proche d'elle? Oui, on est très, très proches. Aujourd'hui, ouais. Oui, très, très proches. En plus, elle est tombée enceinte en même temps que moi. Bon, 3 mois d'écart avec nos filles. Enfin, énorme. C'est incroyable. Nina, ta fille? Ma fille... Tu lui dédies le livre, d'ailleurs. Tu le Oui. dis dedans, l'amour de ma vie. Mm. On va revenir sur le côté maman, parce que c'est hyper intéressant, ça. Tu dis dans le livre aussi un truc intéressant. Tu dis, à l'école primaire, donc en Tchécoslovaquie à l'époque, tu dis, dès le plus jeune âge, nous sommes éduqués à réagir en cas d'attaque nucléaire et aux premiers soins à prodiguer. Vous grandissez dans quelle atmosphère? Pourquoi vous avez ça? Parce qu'on a vécu dans la période de guerre froide. Donc, il y a la propagande, il y a des méchants et des gentils. Nous sommes des gentils. Des méchants, c'est tout ce qui est à l'ouest, et surtout les États-Unis. Et on sait qu'à un moment donné, ça peut exploser. Il y avait une menace de la guerre. Donc, on se prépare tous les ans. Tous les étudiants, on passe un samedi ou un dimanche dans la nature, avec des masques à gaz, avec sac à dos avec des briques dedans. Et on fait des épreuves. On marche contre courant dans une rivière où on se cache. Mais aussi, on apprend les gestes qui sauvent. Ok, ce qui serait Ça, pas c'était mal une de bonne le chose. faire. Ouais. Tu vas en parler parce que tu as bossé après avec la Croix-Rouge, etc. Enfin, tu as aidé la Croix-Rouge beaucoup. Tu avais une relation avec ton père, il était hyper exigeant, assez dur, même dans l'éducation, etc. Et qu'est-ce qui se passait si tu ramenais des mauvaises notes à la maison, concrètement? J'ai vite compris qu'il ne fallait pas. Non, parce que j'ai reçu des claques. C'est inacceptable pour mon père que j'amène une note qui n'est pas la meilleure. Ah, c'est vrai? Oui. Donc moi, j'ai tellement peur parce que je sais ce qui m'attend et j'ai même du mal à lui dire. Il me pose la question. Alors, les notes. Si jamais j'avais une mauvaise, j'arrivais même pas de le dire par peur. Et lui, il m'harcèle, il me dit, mais dis-le. J'arrive pas. Mais il sait très bien que puisque j'arrive pas à parler, c'est que je suis morte de trouille. Et que j'ai très peur. Et il me dit, dis-le, j'arrive pas. Et donc ça part dans tous les sens. Tu lui en as voulu d'avoir été si sévère ou est-ce que ça t'a servi après dans ta personnalité? Bien sûr que j'aurais préféré qu'il soit pas comme ça. Parce qu'il a bousillé une partie de ma vie et que je porte encore des cicatrices. Si tu veux, même lui, il m'a dit, c'est grâce à moi que tu es où tu es. C'est vrai? Non, mais c'est horrible de dire ça. Mais si jamais on veut, c'est que j'ai une résilience que j'aurais peut-être pas. Si jamais j'ai pas vécu ça, mais s'il vous plaît, non. Ouais, on est d'accord. On va dire non, merci. Et après, à 18 ans, tu vas faire médecine, justement. Choix personnel, tu as envie de ça? C'est tes parents qui te disent ça serait bien que tu fasses ça? Comment ça se passe?
Comment tu te retrouves en médecine? Mon père, il ne veut pas que je fasse l'université. Je ne sais pas si c'est juste une pique qui m'envoie pour que je sois plus motivée ou sérieusement, il ne voulait pas parce qu'il m'a dit il faut que tu amènes l'argent à la maison. Ah oui. Mais je suis bonne à l'école, donc c'est compliqué de faire des travaux manuels à ce stade-là. Donc je vais choisir l'université. Puisqu'il me répète toute ma vie que je suis bonne à rien et que ma vie va ressembler à rien, j'ai choisi au début une université bidon, au hasard, parce que j'avais aucune affinité avec rien, sauf la médecine. Sauf que la médecine, c'est très, très dur et à ce moment-là, et en plus, celui-là que je vais faire, c'est l'université de Charles IV que ma maman a fait à Prague. Mais c'est vrai que ça ressemble à une mission impossible parce que de faire le concours, de le passer pour cette université-là où il y a un quota des étudiants qui viennent de Slovaquie, elle était à Prague, en République tchèque maintenant, c'était vraiment quasi impossible. Mais j'y vais quand même. Et je suis acceptée. Je passe le concours et j'y vais. Alors c'est là où tu dis justement dans le livre, j'ai 18 ans, je vois mon premier cadavre. Et ça, non mais en vrai, elle est forte la phrase. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que ça te choque? Est-ce que ça te rebute? Ou est-ce que ça te fait pas peur, au contraire, et ça te donne envie de continuer en médecine? Non, mais ça choque toi. Mais ça ne peut pas me choquer parce que ça va être mon métier. Oui, non, bien et pour sûr. que je comprenne la médecine, c'est ça ce que je veux faire. Parce que ma maman m'a fait rêver avec son métier. Elle est médecin. On a tous les livres à la maison. Et je gobe ces livres. Je veux savoir, de tout petit âge, de quoi le corps est fait, comment ça marche dedans. Et je veux savoir comment on peut guérir les gens. Tout ça, donc ça, c'est vraiment quelque chose que ça me fascine. Et on ne peut pas apprendre de quoi le corps est fait si on ne le découpe pas. Oui, donc en vrai, quoi. En vrai, donc c'est un passage obligatoire et c'est aussi extrêmement facile. Je veux voir ce qu'il y a dedans. Donc, on va passer par les cadavres. Et on avait beaucoup de chance parce qu'on avait beaucoup de cadavres. C'est vrai, je ne rigole pas parce que vous, en France, vous n'avez pas assez. J'ai appris. Bon? Oui. Vous n'en avez pas assez parce que chez vous, il faut signer quand même un être humain. Oui, donner son corps à la science. Il faut donner le corps à la science. Franchement, forte doute j'ai que chez nous, ça se passait comme ça. Ah ouais? Un doute, je ne suis pas sûre, je ne sais pas. Mais on avait plein de cadavres. C'était des vieux corps. Personnes âgées, oui. Non. Non. C'était des vieux corps, peu importe l'âge, mais qui restaient dans le formaldéhyde, dans des bassins, comme des baignoires. Ils restaient dans les baignoires très longtemps. C'était des vieux... Je me demande si c'était pas ouais, ils étaient anciens, donc c'était pas des frais. Ok. Dommage, parce qu'on adore des frais cadavres. Cadavres frais sont top, car vraiment, ça ressemble plus à un être humain. Donc je me souviens qu'on était un groupe d'étudiants, quelques étudiants, pas beaucoup, une dizaine même pas. On avait 1 ou 2 corps tous les jours. Ça, c'est précieux. Et du coup, c'est des garçons qui sont partis chercher les cadavres dans les bassins. Il fallait les sortir de cette baignoire terrible, amener sur la table. Et après, ce qui m'a vraiment marqué, c'est, même s'ils étaient très vieux, il y avait une dernière expression de vie au moment de la mort sur cette personne-là. Et c'est le visage et les mains et les pieds. C'est là où la mort s'exprimait. C'était le dernier geste de la mort. Et moi, la chose que j'ai attendue tout de suite, c'est le garçon qui enlève le scalp et le met sous le visage pour pouvoir ouvrir et sortir le cerveau. Et dès que le visage était caché, j'ai dit ouf, parce que je ne voyais plus l'expression de la personne et les mains. J'ai caché avec des serviettes et les pieds pareil. Ah, c'est vrai? Ouais. Mais en même temps, je me suis rendu compte aussi, je suis très cartésienne de nature, et c'est là où j'ai vu que ces corps ne ressemblaient plus à un être humain. Et là, je me dis, il y a une âme quelque part qui est partie. On voit qu'il n'y a plus l'âme dedans. Ça se voit tout de suite. Chose. Et comme j'ai vu mon grand-père et ma grand-mère aussi dans une morgue, c'était plus eux. Après, la mort change le corps, mais c'était radical. Il y avait un truc
tellement, tellement différent. Tu voulais faire quoi quand tu es partie en médecine? Tu avais envie de faire une chose en particulier? Au début, je ne savais pas. Et comme j'ai commencé à faire des stages, j'ai fait mon premier stage chez les Grands Brûlés. Et je suis très manuelle. Du coup, je me suis dit, je pourrais faire chirurgie plastique, pas esthétique, mais plastique, réparatrice. Et après, j'ai eu stage aussi chez ophtalmologie. J'ai aimé ça aussi. Et c'est à la même époque, tu expliques dans le livre la continuité, que ton papa sombre un peu dans l'alcoolisme à ce moment-là. Comment tu le vois? Ça ressemble à quoi? C'est quoi les signaux? Non, c'est pas qu'il était alcool. Il était... Non, non. C'était pas comme ça. C'était un mec qui était très discipliné. Il est sûrement toujours. Donc, travail, c'est quelqu'un qui a un poste très haut. Il est vice-président. Donc, au travail, il ne va jamais boire. Mais il lâche comme il vient à la maison. Et il boit. Mais alcoolique, ouais, peut-être vers la fin. Mais il ne buvait pas. Il n'était pas saoul. Oui, ah, OK. Il n'était pas saoul, mais il était... l'alcool ne lui... C'était pas l'alcoolisme, ou si on veut. C'était pas un buveur joyeux. Il est devenu noir. Quand il buvait? Oui. Mais ça dépendait des jours. Des fois, il nous laissait justement tranquille comme il buvait, mais c'était pas... Il n'était pas violent ou agressif à cause de ça, ou... Je sais pas. Non. Il buvait. Et c'est là où il créait des disputes avec ma mère. Mais moi, c'est alcool ou pas, c'était installé cette atmosphère un peu de terreur psychologique, peu importe. C'était pas rigolo à la maison, quoi. C'était vraiment compliqué. C'est une partie de mon enfance qui m'a abîmée. C'est pour ça que j'en parle dans mon livre. Il m'a enlevé complètement. Il m'a déshabillé de ma confiance en moi. J'avais rien. Comme ton père te dit matin au soir que tu es bonne à rien et que tu vas nettoyer des égouts, c'est que tu sais qu'il n'y a rien que tu vas faire, que tu vas en faire avec ta vie. Oui, ça te donne pas confiance. Ça conditionnait ma vie pendant longtemps. Et j'en parle dans le livre, pas pour faire un récit d'un enfant martyr, mais pour montrer qu'on peut s'en sortir, même si c'est compliqué. Et pour aussi dire que personne n'a vraiment vu tout ça. Bon, mon père, il l'a fait, mais bon. Ma mère, il faisait souvent quand elle n'était pas là. Et que même moi, je n'osais pas en parler. Donc, c'est fou, parce que je me suis rendu compte quand j'ai accouché ma petite, j'avais tellement la haine. À l'époque, je me suis sentie comme une victime, évidemment, mais quand j'ai accouché ma petite, j'avais la haine. Parce que je ne comprenais pas comment un père peut faire ça à un enfant et à le sien. Moi, pas n'importe enfant, d'ailleurs. Et tu perds ta grand-mère, tu dis, à 19 ans. La femme qui t'a élevé, quoi, sur les premières années. Tu as pu en profiter de ta grand-mère après, même quand tu es retourné chez tes parents, tu as pu continuer de la voir? Tous les week-ends, on y était. Mais ouais, tu l'as beaucoup vue aussi, à côté? Oui, on a fait des allers-retours sans cesse parce que ma grand-mère cuisinait pour nous. Mes parents étaient occupés, ils travaillaient beaucoup. Donc ils cuisinaient, donc on rentrait avec des sacs remplis de nourriture. Et puis nous, c'était un paradis. Je savais que mon père, d'ailleurs, il allait être super gentil avec moi parce qu'il ne pouvait pas devant mes grands-parents. Bah oui. Donc pour moi, c'était havre de paix. C'est 1 an plus tard. Tu es en 3e année de médecine, tu sais que tu en avais fait 3, donc tu étais dans la dernière année. Il y a un homme qui va te repérer dans la rue. Ça, c'est hyper intéressant aussi. Tu travailles pour une agence de mannequinat française. Le mec vient te voir et il te propose, en fait, en gros, de venir faire un casting à Paris. Il te dit, viens, venez avec moi, etc. Je vous emmène un casting, et ça. Est-ce que tu te demandes si le mec n'est pas un peu bizarre au début? Je me pose la question, mais puisque c'est à 13h d'après-midi, dans un magasin, et le casting se situe juste devant. Ah oui, ok. C'était là-bas. Donc je vois que les filles sont là et qu'elles attendent quelque chose. Et il m'amène vraiment devant tout le monde. Je vois qu'il y a des gens qui attendent et il ne peut rien me faire. Hein. Je ne suis jamais seule avec lui. Et donc il y a un jury. Il y a des gens qui sont assises et ils me demandent juste de faire aller-retour. Comme ça a marché. Dans le magasin? Tu étais dans le magasin 5 minutes avant et juste après au casting, quoi. Voilà. Et du coup, je fais ça, OK. Et après, quelques jours plus tard, il vient me chercher à l'université et avec un billet d'avion pour venir à Paris. Et il te dit, c'est bon? Viens, tu t'acceptes, viens. Et je dis non.
Je dis non, je peux pas, j'ai un petit copain et j'ai justement les études à faire, donc j'ai dit non. Et il revient quelques semaines plus tard, quelques mois même plus tard, avec la même proposition. Et là... T'avais plus le petit copain, t'avais fini médecine? Si, j'avais le petit copain, mais mon père m'a dit, vas-y, tu peux pas louper ça. Va voir la tour Eiffel et reviens si tu veux. Et t'es venu voir la tour Eiffel? Et je suis restée. Et t'es restée? Pas à Paris forcément, mais dans le sens où... Ouais, ça a marché. Oui. Quand t'es contacté comme ça par un mec dans un magasin, t'es en train de faire du shopping et tout, t'as 20 ans, t'as conscience de ta beauté? On le sait quand on est plutôt joli ou très joli, etc. Ou on se voit dans la glace. Est-ce que t'as conscience que tu peux en faire ton métier, etc. ou même pas? Déjà, je sais pas qu'est-ce que c'est ce métier, une chaîne où il n'y a pas. J'avais mon premier copain, il était hyper beau. C'était vraiment une légende. Une vraie. Et c'est mon premier amoureux. Il m'a toujours dit que j'étais jolie, donc je me suis dit, ouais, peut-être je suis pas la plus moche, mais sans plus. Hein. Sans plus, je suis grande. Je me considère pas ni moche ni jolie. Ça va. J'ai pas de complexe par rapport à mon être. Donc, mon physique, non, mais mon intérieur a été abîmé. Oui, donc, j'avais déjà pas confiance en toi, c'est ce que tu Oui, disais. voilà. Et comme j'arrive en France, je me dis, alors là, ça va pas être possible. Parce que je vois des filles, une plus belle que l'autre, qu'elles sont habillées, vêtements mannequins, elles sont toutes habillées en noir, chic, les talons, que je ne possède pas. J'ai oublié mon soutif, même. J'avais rien. J'avais les cheveux horribles, permanentes dessus, les lunettes. Je me sens pas du tout à mon avantage. Et comme j'ai compris de quoi il s'agit, dans quoi il consiste ce métier, je me dis, mais j'ai vraiment rien à vendre ici. Et je me dis, non, mais comment je vais le faire? C'est comment ça marche? Je me suis sentie réduite. Je me suis sentie comme une blédarde. Vraiment, j'étais habillée comme un plouc. Et je me dis, ça va pas se faire. La personne à qui je suis censée plaire, non. Comment? Et tu parles pas un mot français? Non. Donc tu arrives ici... Ni anglais. Ni anglais. Donc tu parles juste Rien. ta langue maternelle, donc rien pour nous ici. Qu'est-ce que tu vas faire? Ils vont te faire un casting? Tu vas gagner ta vie direct? Comment ça va se passer? Non, ils vont m'envoyer... L'agence m'envoie de faire des castings. J'ai pas de book, donc pas de... D'exemples de photos? Voilà. Donc j'ai fait des tests. Des tests, ça veut dire des tests photos. Comme j'entends le test, je pense qu'ils vont me faire des tests d'intelligence, tout de suite, bêtement. Donc, limite, je commence à réviser ce que j'ai appris à l'école. Rien à voir. Et donc, je comprends de quoi il s'agit. Ils font des premiers tests. J'apprends. J'ai la soif. Parce que je me suis dit, si jamais je ne m'adapte pas et je ne sais pas de me battre, parce que je veux me battre, je veux savoir, je veux comprendre, je vais rentrer chez moi. Et ça, je ne veux vraiment pas. Donc, tu as envie de rester là? J'ai envie de, au moins, essayer d'y arriver. Si j'arrive, et si vraiment j'arrive pas, bah, c'est pas grave. J'ai fait interruption de mes études de médecine pendant 2 ans. J'ai fait ça 2 fois pour toujours avoir un plan B. Et je tente. Et on apprend, j'apprends. Alors, j'imite. Tu imites les filles, tu veux dire, ouais. Alors, elles s'assoient comme ça. Ah, dans leur comportement un peu de parisienne. Elle s'assoit comme ça, elle a les cheveux comme ça, elle fait ça, moi je vais faire pareil. Pareil, on verra ce que ça donne. Mais après, il fallait faire mieux. Parce que j'en choisis une. Et c'est là où magie opère. Et 6 mois plus tard, ou combien de temps à peu près, j'ai mon premier travail. Et ça change tout. C'est-à-dire, tu gagnes ta vie? Je commence à gagner ma vie. C'est quoi ton premier travail? Ça veut dire quoi? J'y vais aux Bahamas pour 3 Suisses. C'est un rêve. Je suis habillée en petite robe, je me balade sous la plage, je mange des homards matin au soir. Et je gagne un salaire que ma mère n'a, en tant que médecin, ne touchait pas pendant 1 an, voire plus. Oh, waouh! Pour un shooting? Pour un shooting. Alors que tu n'es pas connue à l'époque? Non, je suis juste jolie. Donc là, tu te dis, c'est pas mal. Je dis, tu dis, je vais pas retourner. Et en plus, t'as pas le truc de dire, tiens, je suis en train de prouver à mon père aussi que je suis pas bonne à rien. T'as ce côté aussi, là? Je suis pas vraiment dans la revanche parce que
Je pense qu'il s'en fout. C'est vrai. Je sais pas, peut-être pas, je me trompe peut-être, mais j'ai envie. Parce que là, j'ai une chance, une possibilité de devenir vraiment indépendante. Car quand j'étais petite, j'avais 10 ans, mon père m'a dit « Tu as beaucoup de chance de ne pas me payer le loyer chez moi. » Et là, je me suis dit « Je veux payer mon loyer, t'inquiète pas. » Et du coup, dès que je suis partie et j'arrive en France, juste déjà le sentiment que je suis née à Paris, moi. C'est ma deuxième naissance. Deuxième naissance. Je sens que je peux juste m'occuper de ma vie toute seule. D'être indépendante, de vivre toute seule. Et je sens que je décide pour moi-même. Je suis responsable de ma propre personne. Faute, pas faute, bêtise, pas de bêtises. Je n'ai pas fait de bêtises. Et donc, quand je commence de gagner l'argent, ça commence d'être concret. 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 Et là, c'est merveilleux. Mais là, tu te retrouves à habiter où à Paris? Si tu n'as pas beaucoup d'argent, tu gagnes un petit peu aux Bahamas, tout ça, premier boulot. Mais quand tu es en coloc? Non, au début, j'étais dans l'appartement de l'agence, oui, avec d'autres filles. Et après, j'ai commencé d'avoir ma petite vie. On avait une petite cercle de filles. On sortait un peu, on rencontrait des garçons et j'ai rencontré mon nouveau petit ami. Et après, je m'installe avec lui, ouais. Ton premier français, enfin ton premier copain français, en fait, oui, ici. Oui. Et alors, il y a une différence entre les copains chez toi et les copains en France? Mais excusez-moi. Pardon. Est-ce que tu disais les filles sont très différentes? Est-ce que les comportements de garçons sont plus non, il était doux, très mature. doux, Écoute, il était très mature pour son âge. Il avait 22 ans, moi j'avais 20 ans, il avait 22 ans. Mais il était très protecteur envers moi. Et il est très, très bienveillant. Car il me donne des conseils très, très précieux. Il me dit, vas-y, tu vas faire ça, fais attention à ça, habille-toi comme ça. Et il m'a dit tout de suite, il a vu un potentiel en moi, je vais te présenter, tu vas y aller dans une autre agence. Et c'est lui, via un copain ou je ne sais pas quoi, qui me présente à Elite. Il voyait grand, lui. Et moi, je pensais que c'est juste parce qu'il m'aime, il est comme ça. Ouais. Oui, mais il est vraiment grand. Et donc, franchement, il m'a beaucoup aidé. Toi, tu fais 1m84 et tu as le record du monde des jambes les plus grandes de la mode, j'ai vu. Oui. Ah, c'est ça, 1m26 de jambes. Putain, okay. Je ne savais pas, donc je donne le chiffre, c'est assez impressionnant, tu l'expliques. C'est dans le Guinness Book de records. C'est marrant, ouais. Parce qu'on avait ce livre aux toilettes, nous, à la maison. Bah, tout le monde l'avait. Hein. Ah bon? Avec l'année, bien sûr. Je n'étais pas dedans. Mais là, je me trouve dedans. Non, mais un truc de fou, parce que mon premier mari s'est retrouvé dedans aussi. Pourquoi? Parce qu'il a joué avec Nantes. Christian Carambeu, ouais. Oui, le plus grand nombre de matchs gagnés ou un truc comme ça. Tous les deux. Tous les deux, c'est marrant. Non, on dirait two freaks. Ça fait, tu vois? Les freaks, c'est des bizarres, non? Ouais, c'est des bizarres, parce que dans ce livre, souvent, il y avait des gens très, très bizarres, on est d'accord. Bah, il y avait des mecs qui jonglaient avec leur tête. Ouais, ridicule, feu, quoi. Ouais. Mais c'était tellement drôle. Et c'est mignon. C'est mignon, c'est une espèce de... Ça existe encore, le Guinness Book, ouais. Je sais pas. Écoute, voilà. C'est moins à la mode, non? Ouais. Non, je le vois moins, le Guinness Book. J'entends moins parler. C'est un peu... Mais peut-être que... Attends, peut-être je me trompe pas. En vide-grenier, on en voit beaucoup. Ouais, peut-être que j'étais la dernière admise. J'allais te demander à quel moment tu sens que la carrière s'envole. L'agence m'envoie voir des grands défilés, d'abord, comme Chanel, Dior, pour comprendre qu'est-ce que c'est. Parce que tu ne peux pas envoyer juste une fille comme ça et elle va faire défiler, ça ne marche pas. Bien sûr. Donc, et moi, je vois ça. Et là, à l'époque, vraiment, il y avait des boulets de canon sur le podium. Vraiment, là, ça envoyait fort. Il y avait Cindy, Naomi, Claudia, tout ça. Oh, elle a encore un deuxième claque, je me dis, voilà. C'était l'époque des top modèles vraiment oui, très, très top connus. Modèles ils avaient une cote pas possible. Elles étaient beaucoup plus connues que des actrices. Aujourd'hui, c'est différent. Oui, ça, c'est plus comme ça. C'est plus comme ça. Donc, je vois ces filles et je me dis, waouh, alors là, je peux vraiment rentrer chez moi. Ça va pas se faire, ce truc. Mais bon, puisque je suis grande, ils voient un potentiel, donc ils m'envoient quand même pour le casting des défilés. Et comme
je me retrouve justement parmi... Parce que dans un défilé, il y a 16 filles. Il n'y a pas plus. Des fois, moi, ouais, c'est rien. beaucoup. Et quand je le fais, je me retrouve parmi ces filles. C'est vrai, avec Naomi Campbell, avec Claudia Schiffer, tout ça. C'est que je me dis, OK, je suis en place là. Incroyable. Et tu commences à gagner ta vie correctement pour être totalement indépendante, pour vivre avec ton copain, etc. Là, ça y est, à cette époque-là, tu en vis professionnellement? Ah oui, complètement. Complètement. Et je me suis toujours dit que c'est très court. Ce moment ne va pas durer longtemps. Et encore à l'époque, la carrière d'une mannequin, ça se terminait, sauf les vraiment qui sont sur le piédestal. 25, 27 ans, après, c'est mort. Donc je me suis dit, je vais profiter vraiment à fond la caisse parce que quand je finis, 27, 28, allez, si jamais possible 30, mais franchement, c'est très rare. Qu'est-ce que je vais en faire après? Je ne peux pas juste recommencer à l'école et recommencer une nouvelle carrière. Donc je voulais vraiment profiter à fond la caisse pour faire l'argent, voir le monde, profiter de ce moment. Et avec l'argent que j'ai, après, pouvoir faire autre chose. Oui, investir, et puis... Mais ne pas reprendre médecine, tu le sais tout de suite. Non, tu vas pas tu peux pas à 28 ans, où c'est rare. Médecine, ça dure minimum 10 ans. Tu peux pas, c'est trop long. Et puis, est-ce que tu connais pas des trucs assez fous, après, pour ne plus avoir envie de revenir dans une vie où tu as moins d'adrénaline, parce que tu as connu ça? Quand tu as défilé avec Claudia Schiffer, machin, tu te dis, waouh. J'ai jamais regretté mon choix. C'est tellement... une opportunité hallucinante qui a changé ma vie du jour au lendemain. Non, mais c'est un rêve. Ah, bien sûr, c'est fou. Après, avec tout ce que j'ai vécu après, une vie de fou. Et en 93, tu vas commencer à faire des premières couvertures de magazines, premiers défilés. On va te voir les plus grands couturiers, Thierry Mugler, Karl Lagerfeld, Givenchy, etc. C'est là où tu te rends vraiment compte aussi, au-delà d'être avec les grands mannequins de l'époque, les grands top modèles, etc. Tu te vois là dans les couvertures et tu comprends que ça fonctionne et que tu commences à vraiment exploser. Oui, parce que de faire des couvertures de magazines et les défilés, c'est vraiment le prestige. Et l'argent, tu veux les gagner après grâce à ce prestige-là. Tu vas te faire un nom, C'est comme ça que tu te construis le nom et la cote. Et après, l'argent, tu te le fais avec le travail de catalogue et autre chose. Donc, comme j'ai fait le défilé pour, par exemple, Thierry Mugler, c'est vraiment pour moi le Graal absolu, par exemple. Donc oui, là, je suis vraiment en place. Je vais te citer des couvertures de magazines extrêmement connues. Il y en a qui sont vraies, il y en a qui sont fausses. Tu vas devoir deviner si ces couvertures ont été faites. D'accord? Est-ce qu'on a déjà vu François Hollande faire la couverture de Times Magazine? Oh my God, carrément, je ne sais pas. Attends, oui, je dirais oui. Est-ce que, oui, d'après toi, oui? Eh bien oui, effectivement. François Hollande a fait la couverture de Times Magazine. On va voir si... Parce qu'il y en a qui sont assez improbables. Est-ce qu'on a déjà vu Marge Simpson en couverture du magazine Playboy? Tu vois qui c'est Marge Simpson dans le dessin animé Simpson? Attends, je laisse me réfléchir. Non, je dirais non, mais puisque tu me poses... Non, il y en a qui sont fausses, qu'on a inventées. Je dirais que non. Ben, il a effectivement... Ils ont fait... Ah, drôle. Ouais, oui, puisque tu me poses cette question, mais je ne l'ai jamais vu. Non, mais il y en aura qui n'existeront pas. Okay. Est-ce qu'on a déjà vu Inès Reg et Natacha Saint-Pierre faire la couverture de Femmes Actuelles? Sûrement. Non. Non. Est-ce qu'on a déjà vu Justin Bieber avec un steak cru faire la couverture de Complex Magazine? Sûrement, oui. Avec un steak Why not? Parce que... tu vois? Si? Oui. Mais je ne l'ai pas vu. C'est quand même assez improbable, cette couverture aussi. Est-ce qu'on a déjà vu un chien sadomaso en couverture du magazine Vice? Non. Oh là là, ça, c'est pas gentil pour le chien. Il est beau. C'est pas gentil. Lui, je suis sûre qu'il n'était pas d'accord. Ça, c'est abusé. Pourquoi? Parce qu'il ne pourrait pas décider. Il n'a pas décidé pour lui-même. Et il est ridicule. Et il le sait, ça se voit. Il est au courant et il se dit, voilà, et ça se voit. Et il dit, regardez ce qu'ils m'ont fait faire. C'est vrai que c'est pas un cadeau. Et il n'a pas signé l'autorisation, certain. Est-ce qu'on a déjà vu Jul en costume en première de Forbes? Le rappeur Jul. Oui. Non. Ah, mais ça aurait pu. Ça aurait pu. Il remplit les critères. Tous les stades, le Stade de France, c'est assez incroyable. Est-ce qu'on a déjà vu Mohamed Ali transpercé par des flèches en couverture de magazine? Sûrement. Oui. Un petit dernier, est-ce qu'on a déjà vu Madonna lécher un téton en couverture d'un magazine aussi? On va dire que oui.
Madonna a tout fait. Madonna, il faut savoir. Madonna, elle a fait des trucs trash à un moment donné, de toute façon, dans le style Madonna. J'adore la photo, mais c'est vrai que celle-là, j'ai pas vu non plus. Attends, j'en ai un dernier, je crois. Oui. Est-ce qu'on a déjà vu, en couverture d'un magazine, Johnny Hallyday torse nu en train de s'enfiler une bière? Johnny. Laisse-moi réfléchir. Bière. Torse nu. Ouais. Effectivement, ça existait. C'est fou, les couvertures. Oh merde, merci, montré celle d'après, putain. Est-ce qu'on a déjà vu le pape en couverture de Rolling Stone? Oui. C'est marrant, comme c'est des couvertures assez improbables aussi, quoi. Il y a une photo de toi, là, en 1993. T'as changé vachement de coupe de cheveux, on vous l'affiche. Écoute, j'adore cette photo. C'était pour Bruno Bissang, je pense. Et c'est une de mes photos préférées jusqu'à aujourd'hui. C'est vrai qu'elle est très jolie. Tu vas voyager, tu vas partir à New York pour un shooting en 97, tu vas vivre plein de choses. Est-ce qu'il y a des aspects qui sont difficiles? Tu parles à un moment donné de l'anorexie dans le livre et tu dis « Je mange le strict minimum pour m'éviter de m'évanouir le jour du show et pour avoir la taille de guêpe requise pour porter cette robe. » Oui, mais ce n'était pas une anorexie. Justement, je parle qu'à l'époque, on n'en parlait pas du tout. Et moi, j'avais toujours... c'était complètement calculé et assumé et maîtrisé. Écart de 2 kilos à peu près. Donc, franchement, pas besoin de ne pas manger. Mais pour le défilé, j'avais besoin d'être très mince. Ça m'est arrivé... Parce que j'ai une poitrine, j'ai des formes. Pour rentrer dans une robe qui a la taille de 34, il faut être mince. Si jamais je rentre gabarit, pas, quoi, c'est ça. Personne ne me force de faire ça. Sauf que si je rentre pas dedans, je ne vais pas défiler. C'est simple. Je vais le faire. Donc, par exemple, j'y vais faire l'essayage pour Thierry Mugler, Monsieur Pearl qui me fait les corsets. La taille de corset à ma taille, c'est ça. C'est tout petit. Donc, il m'a dit, clairement, tu peux revenir dans 5 jours et me rentrer dans le 32, là. Je dis, ouais, parce que c'est rien. 2 kilos, c'est embêtant, pardon. 2 kilos, ça se dit, oui. C'est facile, je veux dire. 2 kilos, c'est en 5 jours, je l'ai. Mais je mange une pomme par jour, 3 jours, c'est pas grave. Aujourd'hui, on fait des jeûnes, donc why not? C'est pas une anorexie. Ouais, Anorexie, c'est une maladie mentale qui petit à petit peut s'installer dans la tête de certains mannequins. Qui est très dangereuse. Bien sûr. Et sûrement, peut-être que ça existait jusqu'à l'époque où on n'a ni parlé, ni c'était mon problème, parce que j'avais vraiment mes soucis à moi. Mais c'est vrai que je mangeais très, très peu, et je cherchais les aliments qui étaient le plus nutritifs pour tenir et rester très mince. Évanouir, oui, de temps en temps, parce que franchement, ça cavalait à l'époque. Donc j'avais besoin de me nourrir, peut-être peu, mais bien quand même. Et puis, mes 2 kilos de plus, j'en avais besoin, car il fallait aussi faire des maillots de bain, des lingeries, et d'avoir quand même un peu de forme. Ça m'est arrivé une fois que je me suis fait renvoyer je pense que c'était à Munich. Je suis partie faire une campagne, je me souviens, qu'est-ce que c'était d'ailleurs, campagne de lingerie, ou une photo de lingerie, j'étais renvoyée. Trop maigre. C'est vrai? Oui. Ah, c'est compliqué de travailler avec son corps. C'est-à-dire que quand c'est ton image... Il faut savoir le maîtriser. Avec le corps, à l'époque, un travail de mannequin, il faut être 100% à l'aise avec le corps. Il faut l'entretenir pour qu'il soit beau, en forme. Il ne faut pas le martyriser et punir. Et aussi vraiment jongler. Moi, je savais à 200 grammes près combien je pèse, parce que c'était mon travail, c'est mon instrument. Donc je le maîtrisais parfaitement. Au travers du mannequinat, parfois, il y a plein de sujets polémiques. Toi, tu n'as pas eu de problème rencontré d'autres soucis avec le mannequinat? Ça s'est plutôt bien passé, ta carrière? Oui, franchement, j'avais pas de soucis. J'avais pas des anecdotes affreuses, à part mon rencontre avec un réalisateur qui s'est jeté sur moi, mais j'étais beaucoup plus âgée, mais c'était une seule fois. Et à part ça, j'avais vraiment une très, très belle carrière. Il y avait des points négatifs, comme dans tous les métiers, mais pour moi, c'est le plus beau métier du monde. Il m'a tellement apporté tellement de choses sur tous les plans, et surtout pour mon développement personnel. Je me suis construit grâce à ce métier. Aujourd'hui, tu as confiance en toi? Yes. Mais c'est un long chemin. Hein. Un long chemin. Ça fait plaisir à entendre, en tout cas.
Tu rencontres Christian Carambeu, qui jouait à l'époque en équipe de France, en 1998, à la Coupe du Monde. Tu le rencontres comment? Dans le bus qui m'amène dans l'avion. Ok. Je rentre dans le bus, c'était à Milan, le vol Milan-Paris. Et il me parle, genre, je sais ce qu'il m'a dit. Il m'a dit, vous êtes très grande. Très grande. Mais peu importe ce qu'il me disait. Enfin, moi, je l'ai déjà vu à l'aéroport de dos. Je sais pas qui c'est. Mais je le vois de dos. Je me dis, waouh. Ouais. Je trouvais très, très charmant. Après, il me parle, il pourrait franchement dire n'importe quoi, c'était déjà fait. Ah, c'est vrai? Ah ouais. Direct. Je savais. Bon, moi, je pense qu'il savait aussi. C'était un coup de foudre. Est-ce que c'était en 98, il a fait la Coupe du Monde, la fameuse Coupe du Monde qu'on a gagnée. Il paraît qu'à l'époque, on n'avait pas le droit, en tant que femme de footballeur, de voir dans un espace de temps avant un match important son mari. Oui. Est-ce que c'était vrai, ça? Ah oui, c'était vrai. Et t'arrives à le voir quand même? Oui, parce que je suis maligne. Je suis maligne. Déjà, franchement, je pense que pour lui, ça influençait rien du tout sa performance. Okay. Mais c'était plutôt une règle pour préserver les joueurs des engueulades à la maison, ou les enfants, ou des embrouilles qui pourraient... le mec va mal dormir, ou il va être dans un état psychologique différent. Donc nous, on était amoureux. Donc ce que je faisais, j'ai mis une perruque. Non, c'est vrai? Ouais, perruque, casquette, et je lui rendais des visites. À l'hôtel? Ouais. Exceptionnel. Et il n'y avait pas de garde du corps, je sais pas, à l'extérieur de l'équipe de France et tout, non? C'était pas avec l'équipe de France. Ah, c'était avant? C'était quand il a joué à Sampdoria, je crois. C'est drôle. Putain, marrant. En même temps, on peut te reconnaître avec n'importe quelle perruque, toi. Non. Non, je sais faire. C'est vrai? Et vous allez vous marier en 98 en Corse. C'est à cette époque que tu deviens un des mannequins vraiment les plus demandés. Il y a des photos là qui apparaissent, qu'on nous a données de tes défilés. En 98, voilà, il y a des photos là. En 99, vous pouvez voir comme ça l'évolution. Est-ce que avec ta vie de mannequin international et en déplacement régulier pour des matchs de foot, vous avez le temps quand même de construire un couple où c'est très compliqué? C'était compliqué, mais on aimait ça. C'était un peu rock'n'roll. Parce que moi, j'ai même habité, avant qu'on se marie, 1 an à New York. Donc les visites étaient quand même sporadiques. Au début, c'était vraiment chaud parce qu'on s'aimait beaucoup et on ne se voyait pas assez. Mais à long terme, ça peut-être participer à cette longévité de notre couple parce qu'on n'a jamais connu aucune routine. Ça cavalait tous les ans ou tous les 2, ils changeaient le club. Donc on a déménagé à chaque fois. Non, c'était vraiment très... Ouais, vous vous très embêtiez sympa. pas, quoi. Non. À chaque fois on était ensemble, c'était bon. Comment tu vas te retrouver à aider la Croix-Rouge en 2000? Comment ça se passe là? On voit, il y a une pub qui apparaît de toi, là, à l'époque. Jolie photo, absolument Croix-Rouge. Comment tu te retrouves à faire ça? Et pourquoi? En fait, c'était une personne qui travaillait à la Croix-Rouge. Et elle cherchait, et ils sont en train de sortir une campagne sur le geste qui sauve. Et la campagne est basée sur un jeu de mots entre un mannequin en plastique sur lequel on apprend des gestes qui sauvent et un mannequin, un vrai. Donc elle cherche parmi les mannequins françaises, mais elle tombe sur moi et elle voit que j'ai fait des études de médecine. Les études de médecine, et ça lui plaît beaucoup parce qu'il y a une connexion. Donc elle me contacte et moi j'ai refusé parce que je vois le storyboard et je vois que je suis en moyen de bain. Et pour moi, j'ai tellement de respect pour cette association, car ma mère et ma grand-mère faisaient partie. Pardon, que j'ai dit non, je peux pas, c'est en maillot de bain, non, c'est dégradant, je peux pas. Après, il m'explique que c'est un jeu de mots, c'est pour apprendre des gestes qui sauvent. Donc j'y vais, c'était top. Et après, je m'accroche, parce que je veux faire plus. Et je deviens bénévole, d'abord bénévole, après monitrice des gestes qui sauvent, et après ambassadrice, ça fait 25 ans. Ah là là, tu l'es toujours là? Oui. D'accord. Hein. Très fière d'être, parce que c'est devenu ma famille. Il y a eu plein de campagnes avec toi, où tu allais même toi-même d'ailleurs chercher de l'argent. Tous les ans. Tous les ans, tu le fais toujours? Tous avec les la tirelire, là? Tous les ans. Là, ça commence le 25 mai.
la quête nationale de la Croix-Rouge. C'est bien. Va y revenir dans 2 secondes. En 2001, tu as 30 ans. Tu dis dans ce milieu, la trentaine est bien souvent fait bien souvent office de date de péremption. Ça t'inquiète de vieillir quand tu fais le métier de mannequin? C'est une angoisse ou est-ce que tu te dis tiens que tu feras mannequin de femme de 30 ans et que c'est pas grave? Ou est-ce que c'est une inquiétude intérieure? Non, c'est une inquiétude parce que je me demande c'est quoi la suite? Je veux faire quoi? Mais heureusement que dans ce métier, c'est magique. Il faut être juste vigilant parce que vous avez tellement de portes qui s'ouvrent. Moi, je ne sais pas faire. Je ne sais pas faire ni la télé, ni présenter, ni jouer dans les films, mais la porte s'ouvre, on a le droit d'y entrer. Et comme je suis curieuse, j'y vais, j'ai peur. Hein. J'ai peur parce que je ne sais pas, j'ai toujours pas confiance en moi, mais j'y vais quand même. Cette peur est quand même excitante. Et elle m'a toujours apporté des choses positives, donc j'y vais. Et je me dis, si jamais c'est mauvais, je ne le referai plus. Mais t'essayes. J'essaye. J'ai bien fait parce que ça m'amenait toujours en avant, ailleurs peut-être. Tu profites pour vivre des choses, quoi. Oui, j'aime trop parce que comme ma vie au début était destinée à rien, mon père m'a dit tu vas être rien. Voilà, tout est cadeau. Et en 2004, justement, tu parles de ça, 2004, 2005, 2006, il se passe plein de choses. Tu vas faire tes débuts au cinéma avec Gérard Jugnot. Tu vas lancer une marque de cosmétiques. À 35 ans, tu es élue la femme la plus sexy du monde par le magazine FHM, un magazine français qui avait beaucoup plus à l'époque dans les kiosques, etc. Tu deviens un peu un symbole, etc. Il y a beaucoup de choses qui se passent pour toi. Les débuts au cinéma te font comprendre que t'aimes ça ou ça te rebute justement parce que t'as peur? T'aimes bien? J'ai dit oui à chaque fois, mais je me demande comment j'ai fait de dire oui pour les défis. Je dis d'abord toujours non. Ça, c'est un principe. Je flippe. Et ils savent peut-être, mes agents, parce que j'avais plusieurs, ils savent. Je dis, c'est non, jamais. Okay. Dès qu'ils entendent ça, ils savent que ça va être possible, en fait. Je flippe, je donne tous les arguments au monde, pour quelles raisons je ne peux pas le faire et tout. Et après, juste à la fin de mon discours terrible et négatif, je dis, OK, donc c'est quoi la date, alors? Et j'y vais quand même, mais j'ai une peur inimaginable. Et tu y vas quand même? J'y vais quand même, et j'apprends. Et à chaque fois, quand c'est la prochaine fois, c'est mieux. Et je m'en sors mieux en mieux, jusqu'à quand je kiffe. Ouais, c'est ça, et après, tu prends du plaisir quand tu es plus stressé. C'est le moment où la peur, elle s'en va et tu as du plaisir. C'est magique. Mais c'est venu vraiment, vraiment tard. C'est comme toi, quand tu m'as rencontré, tu as eu un peu de peur au début, puis maintenant, tu vois, non, parce que je t'aime bien. Je pense que tu es un gentil garçon. Et tu aimes bien les gens. Tu aimes bien leur parler. Tu es bienveillant. Tu ne vas jamais me faire mal, toi. Tu ne vas jamais me poser une question qui ne va pas être dans mon désavantage. N'est-ce pas? Justement, en parlant de questions qui va te gêner... en 2007, tu vas apparaître à la télé. Je ne sais pas si vous vous rappelez de cette émission qui s'appelle Top Model. C'était sur M6 à l'époque, une télé-réalité. Et tu fais partie du jury. Donc tu essayes vraiment plein de choses. Et en 2010, tu vas te séparer de Christian Caron-Beu. Vous divorcez en 2011, si je ne dis pas de bêtises. Tu gardes son nom parce que les gens te connaissent après, sous ce nom-là? Oui, j'ai fait mes années, j'ai fait 15 ans avec ce nom. Mes plus belles années de mannequinat, les gens me connaissent sous ce nom en France. Parce que je travaille bien évidemment bien avant que Christian rentre dans ma vie. En Italie, il m'appelle toujours avec mon nom de jeune fille. C'est quoi ton jeune fille? Mon nom de... C'est pas beau. Sklenagikova. Mais bon, c'est mon nom de jeune fille que j'aime pas. Et en France, ça m'a tellement collé à la peau, ce nom que je le garde. C'est mon identité aujourd'hui. Et puis, il y a cette jolie histoire. Les Français, ils m'identifient aussi beaucoup à la Coupe du Monde. Ça nous a fait vibrer. Ces moments, ils étaient magiques. Et du coup, ça m'a resté. Et je ne peux pas l'enlever aujourd'hui. Je demande, appelez-moi Adriana, ça va, il n'y en a pas 36, donc ça marche. Mais bon, je le garde, j'ai le droit de le garder. Et je me suis aussi habituée. C'est moi, en fait. Mais je comprends que ça peut être bizarre. Il y en a d'autres qui l'ont gardé. Bien sûr, Cathy Guetta. On a eu Cathy, pour donner un exemple très concret, elle est venue Merkel. Ici. Qui ça? Merkel. Angela? Ouais. Ça, c'est le nom de son premier mari, de qui elle est divorcée. Ok, je sais. Valérie Trierweiler, pareil. Tu vois, c'est une identité que tu as du mal à enlever. Ma mère, elle s'est mariée.
Elle a divorcé de mon père, mais ma mère elle était connue comme spécialiste en Slovaquie. Et pareil, elle construit sa carrière. Elle garde le nom. Chez nous, c'est très, très courant. Comment vous faites? Vous en discutez avec Christian? Tu lui dis, est-ce que ça te dérange? Non, on n'a pas discuté puisqu'on n'était pas plus en contact le jour. Ah oui, ça c'est mal. C'est pas mal, ouais. C'est une séparation. C'est une... Jamais très... Mais il y en a différentes formes. Celui-là était assez teasé. Ouais. Juste, tu le dis dans le livre, à un moment donné, tu en as parlé rapidement tout à l'heure, mais à un moment donné, il y a un réalisateur français qui va te proposer un rendez-vous, qui va t'agresser sexuellement. Ça va t'arriver aussi, sans donner de nom, c'est pas du tout le sujet de l'émission, etc. Mais j'ai pas son nom. Ah, c'est vrai? Oui, parce que il m'a pas violée, mais bref, c'était une agression. Mais à l'époque, j'ai un certain âge, j'ai entre 30 et 35, donc je me suis dit, pauvre con, quoi. Et j'en passe, j'oublie. Ça me revient avec l'histoire de MeToo, donc je cherche son nom. Avec mon nom, c'est un jaune, mais on ne trouve plus. Je ne le trouve pas, mais je peux le reconnaître. Et c'est là, la semaine prochaine, qu'il va me tuer par peur. Parce que Ah, ça te fait peur? Non, là, je me dis, ouais. C'est que, franchement, c'est un truc qui... Tu vois, c'est affreux que j'ai balayé cette histoire parce que j'avais le droit de le dire. Et tu vois, par réflexe, je me suis dit, ça ne va même pas traverser l'esprit de le dénoncer, tu vois. À l'époque, c'était pas la même chose. À l'époque, oui. C'est fou, ça. Et après, il revient, quelques semaines plus tard, j'ai dit ça dans mon livre. Je le croise dans un restaurant, au hasard. Je dîne avec mon mari. Il vient, je ne l'ai pas vu, hein, il vient lui-même me dire bonjour à table. Il me dit, ça va? Tu vas bien? C'est un fort. Non, mais enfin, il n'a pas peur, quoi. Il n'a pas peur. Ça veut dire qu'il s'est bien choisi sa victime. C'était Christian à cette époque? Oui. C'est que si jamais moi j'ai raconté à Christian, le mec, il sort mort de ce restaurant. Et il a osé. Parce qu'il s'est dit, tiens, la pauvre, faible, elle va pas le faire. T'as pas osé le dire à Christian tout de suite, non? Je ne l'ai pas dit. Parce que moi, je savais qu'il allait le massacrer. Donc imagine, le mec, il me fait mal. Et en plus, moi, je le protège. C'est fou. C'est un truc de dingue. C'est fou. N'importe quoi. En 2011, tu vas continuer d'apparaître à la télé. Tu vas faire Danser avec les stars. Pour ceux qui suivent, ils s'en rappelleront. Hein. Tu vas présenter les pouvoirs extraordinaires du corps humain. Tu vas participer à Pékin Express. Tu vas faire plein d'émissions. Je fais aussi 2 émissions sur M6. C'était Pour le meilleur, pour le pire. Et aussi à la recherche d'une personne disparue. Est-ce que quand on fait mannequin pendant des années, on en a marre de poser, on en a marre de défiler, on a envie de faire des émissions, on a envie de faire d'autres trucs? Est-ce qu'il y a le moment où tu t'es dit, bon, j'ai envie de faire autre chose? Non. Ça t'a toujours plu? J'ai toujours kiffé. J'ai vraiment toujours kiffé. J'aime la mode et j'ai adoré. C'est des moments délicieux. Après, quand je fais autre chose, c'est extrêmement enrichissant. Je sors de ma zone de confort parce que mannequinat, je sais faire, c'est très bien. Et du coup, je touche d'autres horizons et c'est vrai que c'est très plaisant. Mais j'ai toujours tellement peur que... Voilà. Dans mon métier, j'avais pas peur, j'étais à l'aise. Tu vas te remarier en 2014, pour la 2e fois avec Aram Moagnan, c'est l'homme qui va devenir le père de ta fille, Nina. C'est toi qui l'as demandé en mariage? Mm-hmm. Comment? Ça l'a pas étonné? Si, mais il croyait pas. Il croyait pas que... Que tu le ferais? Il croyait pas... Il avait du mal à croire qu'il pourrait être avec moi. Je sais pas, c'est un homme qui est extrêmement confident, on dit? Confident? Non, confiant. Confiant, pardon. C'est un homme qui est extrêmement confiant. C'est la dernière fois que je t'aide, hein, je te le dis. C'est la 6e fois. Bah, tu vas rire jusqu'à la fin de tes jours. Je sais pas. Donc, il est très confiant. C'est une grande gueule, il est vraiment en place, il a peur de rien, mais peur de rien. C'est un vrai Marseillais. Mais il ne croit pas à cette histoire. Il m'a toujours dit, mais pourquoi tu m'aurais choisi moi? Donc, il était... Ouais, il ne comprenait pas la relation. Il ne comprenait pas. Et il pensait que j'allais me barrer à chaque fois. Donc, j'étais obligée de l'épouser comme ça et ça le rassure. Exceptionnel. Et il se retourne et tu lui demandes en mariage comment? Comment c'est? Franchement,
Je lui dis ça autrement. Je lui dis, mais tu vas m'épouser enfin? Dans ce sens-là, c'était rigolo. Non. Et est-ce que tu te dis, en deuxième mariage, tu te dis, est-ce que je peux aimer jusqu'à la fin de mes jours, ou tu crois plus à l'histoire longue? Tu sais, quand on est divorcé, il y en a qui Non, mais croient à chaque moins. fois, moi, j'adorais d'être mariée. Parce que quand tu proposes un mariage, c'est comme si tu disais à la personne, je vais t'aimer jusqu'à la fin de mes jours. C'est peut-être pas vrai à long terme, mais sur le moment, c'est vrai. Et j'adore ça. C'est tellement puissant et sincère. Parce que si l'homme ne te dit pas ça, c'est qu'il a des doutes, je pense. Maintenant, c'est peut-être autrement, je pense autrement, mais à l'époque, j'ai Tu adoré. avais besoin de l'entendre, de le dire, de le Ouais, vivre. c'est beau. Même C'est si pas après, beau. tu te rends compte que c'est quand même compliqué, Oui, mais ça peut le faire. déjà, ça peut le faire. Et moi, j'ai vécu des relations qui étaient très longues. La première était 15 ans, deuxième 12 ans. Donc, je ne les considère pas comme des échecs. C'est des jolies relations qui... L'amour, soit ça épuise, soit ça s'en va. Mais quand on n'est plus heureux, on part. C'est normal. Après plusieurs échecs, tu vas essayer de tomber enceinte, tu as envie d'avoir des enfants, tu vas faire plusieurs FIV et tu arrives à tomber enceinte à 46 ans. Non, à 46 ans, j'ai accouché. Oui, donc à moins que tu aies été enceinte pendant 1 an et demi, tu es tombée enceinte à 46 ans, non? Ah non, tu es tombée enceinte à 45? Merci. Allez, Ah, tu calcules vite, hein. Je suis très smart. Tu tombes enceinte à 45 ans, 46, tu accouches et Nina arrive dans ta vie, ta fille. C'est 2 fois plus que l'âge de ta maman, qui t'a eu à 23 ans. C'est un truc de fou. Et ma grand-mère, quand j'étais née, elle avait 44 ans. Incroyable. Un truc de fou. Est-ce que quand tu deviens maman, ça guérit quelque chose en toi ou ça change quelque chose? Ma fille a changé tout en moi. C'est par une baguette magique. C'était radical et très rapide. Instantané, ah oui. Oui. Parce que elle rajoute une peur dans ma vie qui va rester jusqu'à la fin de mes jours. Peur pour elle. En plus d'avoir peur pour soi, en général, on a peur pour une autre personne. Mais elle va balayer tous les autres. Toutes mes peurs que j'avais. Peur de... Est-ce que je vais plaire, justement? Est-ce que je vais décevoir? Est-ce que je vais être à la hauteur? Est-ce que je vais bien faire? Est-ce que ça va être assez? Est-ce que c'est ma place? Est-ce que je peux justifier ma place? Est-ce que je suis juste? Est-ce que je sers à quelque chose? Ma fille arrive, ça disparaît. Je suis une mère, je suis une lionne. J'ai créé un peuple. Chapeau. Et tout ça, ça me donne... Parce que comme si je me suis dit, là, j'ai plus le droit d'être cette personne avec cette fragilité-là. Parce que pour ma fille, je vais tout faire. Et je vais être la meilleure version de moi, et une version forte. Parce que ma fille en a besoin. J'ai plus le droit à ça. Et oui, j'avais des faiblesses, un milliard de faiblesses. Mais c'est moi qui me les ai imposées. C'est moi. C'est pas ma propre personne. C'est tes blessures à toi qui sont... Ça vient de l'enfance, d'accord. Bien sûr. Mais j'aurais aussi pu mieux gérer. Donc je me suis dit, c'est maintenant, c'est maintenant. Il y a plus. De toute façon, ça s'est arrivé comme ça. Il y avait plus. Mais c'est grâce à ma fille. Ouais, tu le sens instantanément. Ah ouais, c'est intéressant. Hein. T'es comment avec ta fille? Tu vas être mère... tu vois, je crois que tu le dis, tu la quittes pas une fois sur les 3 premières années. Tu restes extrêmement proche, etc. Est-ce que tu dors avec? Je dors avec parce que je pense qu'un enfant, comme il est né, il a besoin de rester avec sa mère ou son papa, quelqu'un de proche. Cet être humain, il est seul au monde. Un parent, quoi. Un parent. Il est seul au monde, c'est comme les animaux. Les animaux, ils ne vont pas mettre leur progéniture sur une autre arbre ou, je sais pas, derrière des... voilà, ils sont avec. Cet enfant, il a que toi au monde. Et il sent. Il a besoin d'être protégé, câliné. C'est tout ce qu'il a et tout ce qu'il reçoit. Et c'est énormément important pour sa future vie. Et moi, je ressens, c'est un instinct. Je veux ma fille à côté de moi. Et ça restait 3 ans, 24 sur 24.
Et après, bon, après un enfant grandit, elle est un peu plus indépendante. Naturellement. Naturellement. Donc, je pourrais m'éloigner aussi et faire ma vie de... Ça te fait peur du moment où elle va un peu grandir? Moi, ça me fait peur. Ça te fait peur? Mais en même temps, c'est ce qu'il faut. Le but, c'est de les rendre forts pour qu'après, ils aient une belle vie. Mais ça fait un peu peur quand tes enfants grandissent de dire « Attends, mince, il va partir, il aura moins besoin de moi. » Moi, j'ai pleuré à chaque fois quand j'allais acheter des vêtements de ma fille et que tu changes des rayons. Tu sais, au début, tu vas chez les nourrissants. Après, c'est d'abord... Ah, les tailles de couches, tu veux dire? Non, taille de vêtements. 0,6 mois. Après, c'est 6 mois, 1 an. Après, c'est 3 ans. Et je vois les petits vêtements et je me dis, mais elle est où, ma Nina? Tu vois, tu te dis, elle est où À chaque fois, je regarde ma fille et je lui dis, mais ma chérie, putain, c'est pas possible, tu es sortie de mon ventre. Comment tu as fait? Parce qu'elle est grande, tu vois, c'est parti tellement vite. Elle change. Ce bébé que j'avais, il est où? Et c'est pareil, mais en même temps, tu découvres chaque stade de ton enfant et tu apprécies. D'autres plaisirs, d'autres moments. Tu apprécies, tu la découvres parce qu'il y a beaucoup plus d'échanges que quand... Moi, j'adore les bébés, hein, mais comme elle grandit, tu as plus d'échanges, elle s'exprime, tu saisis son caractère, c'est incroyable. Et tu parles du fait de renoncer à sa féminité quand on est maman, dans le livre. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Parce que on s'est perdu avec mon mari à cause de ça. C'est l'arrivée d'enfants, c'est la première cause de rupture dans les couples, la première. Avant l'infidélité, avant de soucis d'argent ou tout ce qu'on veut. C'est une tornade dans un couple. C'est un tsunami. Il ne faut pas faire d'enfants quand ça va mal dans un couple. Il y en a qui disent, ouais, c'est histoire de relancer non, mais le même truc. quand ça va bien. Et c'est là où c'est vraiment pervers. Parce qu'on se dit, c'est les deux parents qui souhaitent cet enfant avec tout l'amour du monde. Et malgré tout, ça peut partir en cacahuète. C'est pour ça que c'est important. Et moi, je le savais. J'ai présenté une émission sur M6 qui parlait de ça. Pour le meilleur, pour le pire. Donc je sais, j'en parle avec mon conjoint, on sait. Et malgré tout, parce qu'avant, bien sûr, j'ai passé beaucoup plus de temps avec mon mari, on faisait des trucs, gna gna, et là, je suis qu'avec ma fille, et lui comprend. Mais on se perd, quand même. C'est fou, hein. Est-ce que toi, tu as allaité J'ai allaité, et pas longtemps, car j'ai chopé une mastite qui arrêtait mon lait. Donc j'ai pris la... Comment ça s'appelle? Tire-lait. Ah ouais, c'est vraiment le truc le moins glamour. Non, moi je trouvais ça indien, j'étais une superwoman. Et en plus, j'ai même confectionné mon propre soutif avec des trous où j'ai mis justement des petits trucs là. Ouais. Tu vois? Tu sais de quoi je parle? Absolument. Donc, si le truc pour que ça tienne tout seul et que je puisse tirer mon lait, ça me faisait pas mal de cette manière. Ah oui, d'accord, ok. Et comme ma fille, elle accrochait pas. Elle voulait pas. Elle voulait pas avoir le lait quand c'était pas... Ouais. Mais j'étais malheureuse. Et mon mari, à un moment donné, non passe. Et mon mari me dit, il faut la rendre parce que on s'est fait prêter cette chose. On va même pas l'acheter, on est d'accord. Mais donc je me suis la prêtée. Et mon mari me dit, il faut la rendre maintenant. Et je dis, non, je voulais pas me séparer. C'est vrai, c'est marrant. C'est un truc de fou. C'est marrant. J'avais un lien très... Avec cette machine? Ouais. C'est marrant que tu trouves ça sympa, parce que vraiment, toutes les femmes, c'est un sketch dans les forums et tout de mère enceinte. Oui, mais tu te sens comme une extraterrestre, comme une superwoman, moi, je trouve. Ma femme a adoré allaiter, parce qu'elle s'est dit, tiens, c'est très agréable et tout, de donner, tu sais, t'as l'impression de nourrir ton enfant, vraiment. Mais si, comme j'avais pas d'autres moyens. Oui, c'est ça. Donc, cette machine m'a aidée. Oui, c'était un peu là, je comprends l'idée. Voilà. En 2023, tu vas te séparer une nouvelle fois de ton mari, Aram, ça va se terminer. Qu'est-ce qui va se passer? On s'est séparés tous les deux. Parce que c'était vraiment une décision en commun qu'on a prise. On a lentement réfléchi, discuté, et c'est compliqué. Je l'ai mis sur les réseaux, mais c'est juste parce que je suis une personne qui est publique. Donc je ne peux pas juste apparaître à droite, à gauche. Et je voulais pas que ça influence la vie de ma fille. Donc on s'est mis d'accord qu'on va quand même annoncer notre séparation. Mais on était tous les deux vraiment très... on faisait tous les deux très, très attention pour rester des bons parents pour ma fille. Parce qu'on l'aime tous les deux de la même manière. Et
c'est la chose la plus précieuse qu'on a tous les deux. Et donc, comment on s'entend aujourd'hui, c'était compliqué au début, je ne cache pas, mais comment on s'entend aujourd'hui, c'est parce qu'on est tous les deux intelligents et parce qu'on l'aime très fort. Donc Nina, aujourd'hui, elle a un papa et maman qui s'aiment. Moi, j'aime mon mari toujours. J'espère qu'il m'aime aussi. Et qu'on a notre fille, on est des parents aimants pour ma fille. Et je pense que c'est important de partir d'une relation où ça ne va plus. Parce que ma fille a besoin de maman et papa qui sont heureux. Comment t'expliques à ta fille? Comment tu l'as dit? Je lui dis. La vérité? Je lui dis, parce qu'une amie chère m'a conseillé, qui est psychiatre. Elle m'a dit, parce qu'elle a vécu la même chose, elle m'a dit, écoute, dis-lui. Je dis, mais ma fille ne comprend rien. C'est pas qu'elle ne comprend rien, c'est qu'elle remarque, ma fille, elle ne remarque pas la différence. On vit toujours dans le même, on vit dans mon hôtel. Elle ne remarque pas. Mais elle m'a dit, dis-lui quand même, explique. Donc j'ai dit, papa et maman, ils sont plus amoureux, mais ils s'aiment beaucoup. Et ils t'aiment énormément. C'est toujours pareil pour toi, ça ne change absolument rien. Voilà. Et vous habitez toujours au même endroit, juste à côté? J'ai vu ça dans 50 Minutes Inside. Oui, parce que nous avons créé tous les deux l'hôtel Palais Ronsard à Marrakech. Et puis on vit, on a toujours vécu chacun sa chambre, parce que mon mari, il ronfle. Donc c'est pas parce que... Ma fille a toujours vécu ça. Ah, c'est vrai? Oui, parce que c'est dur, hein, c'est ouais, pas un chaud, petit ronflement. C'est chaud. C'était une trompette. Ah non, mais c'est... Même ma fille, des fois, elle me dit, maman, papa, il nous embête. Non, c'est chaud. Ça m'empêche de dormir. Hein. C'est un truc de dingue. Ah, ouais. Il faut se faire opérer, sinon il peut se faire... Non, parce qu'il y a un risque que tu commences à parler comme ça, c'est pas bon. Ah bon? Ouais. Ah, j'ai toujours entendu qu'il y avait une sorte de truc à taper. Écoute, il y avait ces risques-là. Du coup, on s'est dit, oh non, on va peut-être supporter le ronflement. Donc il est habitué, entre guillemets, à chambre à part, et du coup, ça ne changeait rien, quoi. Et vous avez cet hôtel-là, aujourd'hui, ça fait partie de tes métiers, parce que tu as plusieurs activités. Tu t'occupes aussi de la Croix-Rouge, tu as une marque de vêtements aussi, j'ai vu, tu présente dans 50 Minutes Inside, justement. On commence, oui, de la mettre dans la boutique de notre hôtel, mais c'est tout petit. Et cet hôtel qu'on a créé ensemble, oui, moi j'étais enceinte et lui, il s'occupait de notre deuxième bébé, si on peut. Et lui, il a vraiment créé... il a passé sa vie dedans. Et cet hôtel, il est merveilleux. C'est drôle de voir des gens, parce que on vit dedans, des gens qui vont choisir notre lieu et passer leurs vacances chez nous, et qui vont apprécier, et qui reviennent vraiment très souvent, et qui nous donnent des plus beaux compliments possibles et imaginables. On a reçu des prix comme le prix de Versailles d'architecture et design pour plus beau restaurant du monde, plus belle suite du monde. C'est waouh, on a une fierté parce qu'on n'était pas hôtelier, ni lui ni moi, et on ne s'attendait pas à ce genre de réussite. Il faisait quoi dans la vie, lui, pardon? Il faisait plein de trucs. C'est un autodidacte qui a commencé à travailler comme un forain à Marseille. Il vient d'Arménie à l'âge de 10 ans. Il était forain, il vendait des chaussures sur le trottoir. Et après, il a commencé à faire le prêt-à-porter à Marseille. Après, il a commencé à fabriquer au Maroc. Devenu restaurateur. Et à l'hôtel. C'est un métier très différent, quoi. Dans l'émission, tu expliques aussi que pendant longtemps, tu n'as pas eu d'amis. Comment ça se fait? C'était la barrière de la langue? C'était Non, c'était encore moi. Je n'arrivais pas à comprendre. Les relations amoureuses, c'est très logique. On est amoureux de quelqu'un, donc cette relation m'allait très bien. Mais une relation amicale, je ne comprenais pas pourquoi les gens pourraient m'aimer, et pas amoureusement, juste comme ça. Je ne pensais pas que j'avais quelque chose à leur offrir. C'est un truc de fou. Donc dès que je voyais que la personne m'aime bien, je recule, je ferme les portes. J'ai pas envie que la personne soit déçue de moi. Ça a changé. Ça a changé après. Oui, ça a changé. Après ta fille? Oui, j'ai plein d'amis maintenant. Et l'amitié comme une relation, j'ai apprécié énormément. Mais énormément. Ça a changé toute ma vie aussi. Tu parles un peu dans les reportages aussi du fait que tu es célibataire maintenant, que tu as toujours besoin de séduire, comme tous les êtres humains, même si on est maman.
que tu disais dans le livre, tu dis « Mon métier, c'est d'être belle ». Est-ce que c'est un stress? Toi, tu as de la chance, tu dis « C'est hallucinant, très très bien ». Mais est-ce que c'est un stress pour toi? Mon rapport avec la beauté, c'est que c'est mon métier, je l'ai dit. C'est dans le sens où j'avais une sorte de frustration à l'époque de ne pas pouvoir travailler mon instrument. Comme toi, tu es un journaliste, tu fais ton métier, tu peux le faire de mieux en mieux. Mais après, j'ai compris que je peux quand même. La beauté ne se vend pas comme ça. De vendre la beauté ou de la rendre humaine, il faut vendre une émotion, il faut toucher les gens. Et ça, je peux travailler. Donc, c'était juste dans le sens que, oui, beauté, je fais attention car c'est mon métier. Mais la beauté hors de travail, j'ai aucun complexe, j'ai aucun souci. Le matin, je me réveille à côté de mon mec et je me trouve canon, donc ça va. Je vais te citer des choses. Si tu recherches quelqu'un aujourd'hui, tu me dirais si c'est rédhibitoire pour toi, et puis c'est l'occasion de rigoler, de se dire les choses, etc. Est-ce que, avec les années, on devient plus exigeant aussi? Avec les hommes, avec les femmes en général, avec les relations amoureuses? Moi, j'ai beaucoup de chance en amour. Et exigeante, ça c'est une bonne question. En fait, ouais. C'est mon métier. Non, c'est bien parce que ça me fait réfléchir à ce que je suis plus exigeante. Maintenant, je défends mon territoire. Avant, je me suis laissée plus faire, si tu veux. Maintenant, je mets les barrières si jamais je ne suis pas contente, je veux le dire de suite. Tout de suite, ouais. Mais ce n'est pas méchant. C'est juste qu'aujourd'hui, j'aime décider moi-même. Je me comporte un peu comme les hommes que j'ai choisis auparavant. J'ai choisi toujours des hommes très forts qui m'ont apporté beaucoup de protection. Pas financière parce que je suis indépendante dès que j'ai commencé de bosser, mais côté décision, les gens qui sont forts et qui sont sûrs d'eux, car je manquais de confiance. Aujourd'hui, je peux le faire moi-même. Aujourd'hui, c'est moi la femme alpha. Et j'ai choisi un partenaire, mais qui a égalité avec moi. Je ne suis pas non plus une castratrice ou tout. Pas du tout. J'aime toujours les hommes forts, mais j'aime un partenaire. J'aime des partenaires. J'aime qu'on partage tout et qu'on est équilibré comme couple. Est-ce que tu pourrais vivre avec un mec qui n'est pas forcément drôle? Ah, c'est compliqué. J'adore les hommes avec l'humour. C'est un de mes critères principaux. Beau. Ça, c'est la vérité. Drôle, intelligent. Bon, je rigole, mais pas vraiment. Non. J'aime la beauté. C'est important quand même. Il faut le dire. Mais drôle, mon Dieu, qu'est-ce que c'est important. J'adore rire. Et si je peux rire avec mon mec, c'est magnifique. C'est la base. Est-ce que tu pourrais sortir avec un homme qui ne boit pas d'alcool? Oh, bien sûr. Il y en a pour qui ça peut être un point bloquant. J'ai cherché point bloquant. C'est vrai. L'alcool peut être un point bloquant, dans un sens comme dans l'autre. Il y en a qui ne boivent pas, qui ne veulent pas un mari qui boit. S'il est toujours drôle, même s'il ne boit pas... Oui, il faut qu'il soit fun, quoi. Bah oui. Fun. Est-ce que... Je suis sortie avec plein qui ne buvaient pas, d'ailleurs. Plein, pas plein. Le problème, j'avais très peu d'hommes dans ma vie. Quand tu es avec quelqu'un qui ne boit pas à table et que tu as envie de boire un verre de vin rouge de temps en temps, eh ben moi, je me sens coupable. Je suis avec un pote qui se jure, j'ai un truc comme ça, du coup, je prends pas. Mais va te soigner, il ne faut pas se sentir. Attends. Non, parce que tu es jeune. Non, il faut que tu saches ce que tu veux dans la vie et que, voilà. Est-ce que tu pourrais vivre avec un homme au foyer? Dur. Ça, c'est une bonne question. Personne ne me l'a posé, celle-là. Et c'est dur. Je parlais de ça avec ma fille. Bien sûr. Ma fille très mature pour son âge. Non. 5 ans et demi, je dis vraiment, si je me mets en couple avec quelqu'un... En revanche, ma fille me dit toujours, maman, ce monsieur, il est très beau. Je veux l'épouser. Non, n'importe quoi. Non, avec ma sœur, parce que... Non, j'aime que ce soit moi, la femme qui gère la foyer maison. Un peu, ouais. Oui, un foyer. Même si j'ai besoin de bosser, mais un mec qui fait tout ça, non. Je sais pas, c'est personnel, hein, mais j'ai besoin d'admirer, et ça n'a rien à voir, d'ailleurs, cette phrase était mauvaise. On peut bien sûr admirer une personne qui est aussi au foyer, mais je pense
Ah, tiens, écoute. Non, je pense pas. Ouais, c'est honnête. Je pense pas. Non, mais t'as besoin de quelqu'un qui va te C'est faire... dingue. qui va avoir des projets, qui va te... Ouais. Oui, qui est fort, qui crée, qui fait des trucs hallucinants. J'ai besoin d'admirer. Après, la phrase est mauvaise, comme je dis, parce que... Je sais pas, mais c'est marrant, ça. J'ai jamais pensé. Et je préfère de tout faire, moi, à la maison. Vas-y. Est-ce que, pour finir, est-ce que tu pourrais avoir l'homme parfait pour toi? Est-ce qu'il peut avoir 20 ans de moins ou 20 ans de plus? Oh, largement. C'est pas un problème? Non. L'âge, tu peux te retrouver dans des hommes... Non, peu importe le sens. Est-ce que tu pourrais sortir avec un homme politique? Oui. Oui? C'est très intriguant parce qu'ils sont intelligents. Et leur truc est très sérieux. Et moi, je pense que je serais comme un air frais dans leur vie. Je pense que ça pourrait marcher. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite, pour terminer? Là, il y a ton livre, hein, je rappelle, je vous ai mis le lien qui s'est affiché tout au long de l'émission et sous l'émission en cliquable, si vous voulez aller chercher. Le livre d'Adriana Carambeu qui s'appelle Libre. C'est aux éditions Le Duc. Il est en cliquable dessous, si vous allez le chercher, pour avoir un peu tout le parcours. Là, on a cité évidemment quelques anecdotes, on n'a pas le temps de tout faire. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter d'autre? Franchement, tu vois, j'ai pas... Laissez-moi ce que j'ai. Et cette nouvelle vie que je commence de croquer à plein dents, avec ce sentiment d'être libre, heureuse, épanouie, et juste que ça dure. Mais ça, c'est en bois. Ouais, c'est du mi-bois. Oh, arrête, donc c'est là. Alors. Moi, de mauvaise qualité. Peu importe. Et pour que je puisse accompagner ma fille le plus longtemps possible. Parce qu'elle est très jeune. Et j'aimerais vraiment juste d'être là pour elle le plus longtemps possible. Ça, c'est une vraie belle phrase importante. Et tu dis une phrase de ta grand-mère, je vais finir là-dessus, qui t'a marqué. Tu dis, peu importe ce que tu fais dans la vie, essaie d'être une belle personne et apporte du bien aux autres. Est-ce que tu as l'impression d'avoir suivi son conseil? Ça m'a marqué, cette phrase. J'étais petite et je me souviens de ce moment quand elle me l'avait dit. C'était tous les soirs. Et depuis que j'ai la mémoire, depuis ma toute petite enfance, et ça m'a toujours suivie. Parce qu'elle a disparu très tôt et j'ai toujours voulu, quelque part, pas briller dans les yeux de mon père, de lui rendre fier, pas du tout, mais ma grand-mère, oui, parce qu'elle méritait. Merci d'avoir répondu à toutes les questions. Il est 23h45, on vient de terminer. On va se coucher là. 8 heures de tournage. C'est évident. Non, merci beaucoup, c'était très chouette. Je vous mets tous les réseaux d'Adriana, si vous voulez, en cliquable sous la vidéo, si vous voulez les retrouver. Si vous voulez, pareil, commander le livre, je vous l'ai dit, aux éditions Le Duc. Je vous le mets, pareil, en dessous. Merci de vous abonner de plus en plus nombreux à notre chaîne Légende. On est là tous les mercredis, vendredis et dimanches. Merci de faire de Légende le premier podcast de France. Ça soit sur Spotify, Deezer, Google Podcast ou Apple Podcast. Merci d'être là de plus en plus nombreux. Merci à toute l'équipe. Désolé à Benjos qui est tombé en de fatigue. C'est une équipe B, il faut le dire. On a bien rigolé toute l'émission en tout cas. Je vous embrasse fort et merci à vous tous d'être de plus en plus nombreux à nous faire confiance. Bisous tout le monde.